Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Quelqu'un disait que les vieilles lunes éclataient en morceaux pour donner naissance aux myriades d'étoiles constellant le ciel. Que deviennent les vieilles maisons où nous avons vécu, où nous avons souri à la vie et pleuré quelquefois. Extrait de La Maison perdue, poème en prose de Joseph H. Guez. Introduction. Là, tout y est. Je m'assieds confortablement devant l'ordinateur. À ma droite, la fenêtre orientée au soleil levant. Mon regard se dirige vers la mer, ma chère mer Méditerranée. C'est le premier jour de l'année 2003. Près de moi, une petite assiette de gâteaux aux dattes et à la semoule comme il y en avait toujours avant en période de fête, et dans laquelle je me promets de puiser avec modération. Je voudrais enfin commencer à réaliser ce qui me tient à cœur depuis quelque temps, ce à quoi je pense très souvent, ce vers quoi se dirigent désormais mes lectures, mes recherches sur Internet. Voici comment, un jour de fin juin 2001, je découvrais par le plus pur des hasards qu'au fond de moi, en latence, vivaient des inquiétudes insoupçonnées qui attendaient des réponses, des rêves cachés qui exigeaient des réalités. Premier chapitre, au deuxième étage à droite. Samedi, 29 juin 2001. Les festivités alicantines de la Saint-Jean se terminent et les grandes vacances d'été commencent. Ce soir, le dernier feu d'artifice illuminera la ville au-dessus de la mer. Depuis la colline du Cabo de la Huertas, juste derrière ma maison, j'irai à minuit admirer ce spectacle magnifique où l'art de la pyrotechnie se surpasse d'année en année. Aujourd'hui samedi, fin de matinée sur le Paseo Federico Soto, l'une des artères centrales de la ville, la circulation, le va-et-vient des badauds ou des touristes, donne un air de fête continuelle dans un décor typique de ville méditerranéenne embellie par sa flore exubérante. Il règne un laisser-aller charmant propre aux stations balnéaires. J'aime Alicante. Cela fait près de 30 ans que j'y réside et depuis, chaque fois que je pars en voyage, j'ai toujours un pincement au cœur à la pensée que je pourrais ne plus y revenir. L'entrée de l'immeuble est propre mais désuète. Sur le mur, je regarde la plaque toute neuve qui me remplit d'orgueil et d'un bonheur mêlé d'attente. Diana BG cabinet de kinésithérapie, deuxième étage à gauche. Un jeune chef d'entreprise s'installe dans un vieil immeuble, est-ce le fruit du hasard ? L'un offre sa jeunesse, ses espoirs, l'autre son vécu, sa protection. L'un et l'autre s'enrichissent et s'entraident. J'ai toujours eu envie d'écrire une histoire de ce genre. Je ressens beaucoup de respect pour les vieux murs, les vieux objets. Ils auraient tant de choses à dire si nous savions les écouter. De fait, que de secrets pourraient nous conter ces marches inégales, usées par les montées et descentes 1000 fois répétées des habitants de l'immeuble ou de ses visiteurs. Pas léger et fébrile de l'enfant désireux de retrouver au plus vite son univers ludique, à la fin d'une intense journée de classe. Pas pesant et régulier du père de famille qui rentre du travail, perdu dans ses pensées, absorbé par ses soucis. Pas hésitant et lent du vieillard qui s'accroche à la vie. Je suis presque arrivé, ensuite c'est à droite. Hasta luego, nos vemos el lune. Diana, radieuse, en parfaite hôtesse dans un ensemble vert assorti à la couleur de ses yeux, m'accueille tout en raccompagnant son associé. De la porte s'échappent les discrets accords nostalgiques de la guitare de Paco de Lucia, une musique intuitive qui ne ressemble à aucune autre. Mais c'est à gauche, où avais-je donc la tête ? La clinique est gaie, fraîche. La salle d'attente meublée simplement se compose d'éléments en fer forgé et de quelques plantes. Un store à moitié baissé coupe l'élan de ce soleil d'été qui chauffe dehors, implacable. Les couleurs vert et jaune paille des rideaux me laissent un moment perplexe. La première, un vert bizarre surprend un peu et la seconde paraît surannée. J'ai un moment l'impression d'avoir reçu un grand coup sur la tête. Diana, avec une nuance d'inquiétude dans la voix, me repose la question en haussant un peu le ton. Alors maman, qu'en penses-tu ? Ça te plaît ? Mais bien sûr que ça me plaît. Ma grande fille, 25 ans, chef d'entreprise, vient d'ouvrir un cabinet en plein centre et j'ai tellement confiance en elle. Je sais que quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. De toute façon, je la rassure en lui disant qu'elle a ses parents pour l'aider du mieux qu'ils pourront, si jamais des problèmes se présentaient. Elle ne devra jamais se sentir seule. Mais à nouveau mon esprit est ailleurs. Pourquoi ce choc émotionnel qui me déstabilise ? Bien malgré moi, je suis loin, très loin d'Alicante, du Paseo Federico Soto.
Je marche d'un pas léger et fébrile dans un couloir carrelé qui débouche sur une grande cour. Tout résonne. Les odeurs sont différentes, les bruits sont différents. D'où vient cet élan qui me pousse vers le bout du tunnel? Au 2e étage, à droite, c'est l'appartement de ma grand-mère. C'est au numéro 28 de la rue de Marseille. La porte est ouverte, il y a toujours quelqu'un qui entre ou qui sort. Mémé, on est là, montez mes chéris, vous avez tardé aujourd'hui. Combien de fois, gamine, accompagnée de mes parents, mon frère, ma sœur, ai-je couru heureuse dans ce long couloir pour ensuite traverser cette cour immense baignée de lumière puis monter les marches des 2 étages avec une joie difficilement contenue. Ma grand-mère n'était pas du genre à nous couvrir de baisers, cependant son regard et son sourire un peu las mais si tendre me comblaient d'émoi. Soit elle brodait interminablement du linge en lin pour ses filles à marier, soit elle jouait aux cartes avec quelques amis ou cousins ou voisins. Les dames habillées de vêtements foncés, aux cheveux gris ramassés en chignon étaient assises à côté des messieurs en costume sombre. Avait-il été jeune un jour? J'en doutais, il paraissait intemporel. Mais que vient faire la maison de ma grand-mère dans toute cette histoire? Rien ne coïncide. Il n'y a pas d'unité de lieu, cette maison est dans un autre pays. Il n'y a pas d'unité de temps, ma grand-mère est morte bien avant que Diana ne naisse. Il n'y a pas d'unité d'action. Quelle relation entre le cabinet de kinésithérapie de ma fille et le 28 de la rue de Marseille? C'est du mauvais théâtre, je divague, je ne sais pas du tout ce qui m'arrive et pourtant je me sens si bien. Mais oui, ma fille s'installe. Ses études terminées, elle entre dans la vie active, elle devient adulte. Comme les années passent vite. C'était au 2e étage à droite, en plein centre-ville. 2e chapitre, l'été des vacances. Alexis, mon fils chéri, a brillamment réussi son année universitaire. Un été tranquille s'annonce pour lui. Il l'a bien mérité et cherche un endroit où passer quelques jours de vacances avec ses copains. Et si nous pensions un peu à nous? Mon mari me propose de nous évader à notre tour. Pourquoi pas aux îles Canaries? L'Atlantique, l'avion, la belle vie en hôtel, les excursions dans les îles voisines, les paysages volcaniques, ce serait tout un programme. Pouah, quelle fadeur, quel ennui, la Méditerranée est bien mieux et la plage que nous avons à 100 mètres de la maison est certainement une des plus belles que je connaisse. Comment partirions-nous dans ces conditions? C'est vrai que nous avons de la chance de vivre là où nous vivons. C'est vrai aussi en contrepartie qu'il est difficile de trouver un lieu de villégiature qui nous paraisse assez beau. Nous ne saurions de toute évidence concevoir nos vacances d'été autrement que dans un pays chaud et en bord de mer. L'Italie, San Remo, Capri, oui, mais cela fait très attrape-nigo pour touristes. La Côte d'Azur c'est trop bondé et puis non, c'est cher. En fait moi je sais ce que je veux, mais Diony mon mari n'est pas d'accord. Il me dit qu'une croisière peut se convertir en 8 jours de lit en cabine s'il fait mauvais temps et que c'est trop risqué. Je crois surtout qu'il est sensible au mal de mer, et qu'il ne veut pas se l'avouer. Et pourtant ne serait-ce qu'un jour, que dis-je quelques heures, oui, quelques heures seulement, le temps d'une petite escale, le temps de descendre du bateau et de déambuler dans la ville, en simple touriste, juste pour voir. Mais non, c'est trop loin. C'est dans un autre monde. De plus, cette ville existe-t-elle encore? N'a-t-elle pas été rasée par un cataclysme, que sais-je, un tremblement de terre? Elle était enterrée dans mon cœur. J'avais pourtant bien fermé la porte à jamais, à jamais? Oui, ne serait-ce que quelques heures, et puis c'est tout, juste un peu pour voir par curiosité sans plus. Pour revoir comme ça, au passage, la maison où ma mère est née. Après tout, quel mal y aurait-il à revivre ces vieux souvenirs, c'est sans conséquence, il ne faudra rendre visite à personne. Ils sont tous partis. C'est curieux, mais pourquoi est-ce que j'y repense au bout de tant d'années? J'avais pourtant l'impression d'avoir bien fermé toutes les fenêtres, toutes les portes, tous les tiroirs, mis des housses sur tous les meubles de cette maison et puis bien barricadé l'ensemble. Mais cette séparation pouvait-elle être définitive à jamais, jusqu'à la mort, sans espoir de retour? Quel chaos en moi, je suis très irritable, je pleure pour un rien ou au contraire je frise l'euphorie. Ce sont sûrement des effets tardifs de la ménopause. Pourtant avec les montées de chaleur habituelles, j'en avais déjà bien assez. Parfois il est difficile de dire à voix haute ce que l'on sait. Il en coûte beaucoup de reconnaître avec humilité que l'on est dans l'erreur. Oui,
Il m'est douloureux de réaliser jusqu'à quel point cela m'est nécessaire. Je veux retourner à Tunis, je le désire de toute mon âme. C'est devenu pour moi d'une nécessité vitale, absolue, comme l'air que je respire. Yoni, je t'en prie, allons à Tunis. Je ne suis pas capricieuse, et j'ai rarement demandé quelque chose avec tant d'insistance. Votre hôtel à Hammamet s'appelle le Marina Palace, c'est un 4 étoiles. Nous sommes mon mari et moi, dans une agence en train de signer le contrat de notre voyage. Vous verrez, la Tunisie est un très joli pays. Les habitants sont hospitaliers. Évidemment, ce sont d'autres coutumes, vous ressentirez un certain dépaysement, les plages de sable fin s'étendent sur. Tunis est à 200 km. Hammamet ne peut pas être aussi loin, monsieur, il y a erreur, dit en moi une toute petite voix. C'est une ville juste assez éloignée de la capitale pour y aller en train passer une journée en famille, pour pique-niquer dans son immense forêt de pins, pour courir dans ses dunes, et revenir en fin d'après-midi ivre de bon air et... C'est vrai, monsieur, je connais un peu Tunis, la Tunisie. Vous voyez là sur ma carte d'identité, j'y suis né, dis-je en éclaircissant ma voix. 3 jours avant le départ, c'est mon anniversaire et mes enfants m'offrent un guide touristique. Comment n'y avais-je pas pensé avant? Je ne possédais pas un seul prospectus sur ce pays. Je m'efforce de feuilleter ce document avec la curiosité d'un futur vacancier, mais me sens surtout profondément angoissée à l'idée de ne plus retrouver mes repères. Je commence à me dire que tout a été trop vite, que je n'ai pas assez réfléchi et que je suis peut-être en train de faire une grosse bêtise. Mon frère comme ma sœur, à ma connaissance, n'ont jamais envisagé de retourner là-bas, n'est-ce pas significatif? Oui. Peut-être qu'après tout ce n'était pas nécessaire de tout remuer au bout de tant d'années. Mais en attendant, c'est moi qui ai entraîné mon mari dans cette aventure, et je n'oserais pas lui dire à présent de tout annuler. Que sais-je encore de Tunis? Sur le plan de la ville, beaucoup de rues ont changé de nom. Miracle, la rue de Marseille est toujours là. La rue Zarkoun, la rue des Protestants, la Porte de France. Quel pouvoir mystérieux ont tous ces mots sur ma pauvre mémoire endormie? Jusqu'à quel point ces rues ont-elles joué un rôle dans ma vie? Ces noms sont imprimés dans ma tête, ils ont une musique spéciale. Je les relis à voix haute, je suis fascinée. Je redécouvre, émue, ces mélanges si familiers de culture française du protectorat et de culture orientale qui n'ont jamais cessé de coller à ma peau et à mon être. Alicante, le 11 août 2001. 3e chapitre, dernier arrêt, Tunis. Et voilà, nous y sommes. J'ai l'impression d'avoir été poussé d'un train en marche, machine à remonter le temps, dernier arrêt, Tunis. J'ai tant de choses à découvrir à la fois que je n'entends plus rien. Je vois, je sens, j'amortis. Les couleurs, blanc, gris, noir, la poussière, le soleil implacable. Les odeurs, parfums d'épices entêtants, relents de transpiration. Les bousculades pacifiques et du monde. Presque tous sont des hommes portant des paquets ou de grands couffins, le regard vague, l'air grave, ils vont dans tous les sens. Ils sont pour la plupart habillés à l'orientale et plutôt pauvrement. Nous sommes dans un quartier populeux en pleine effervescence, mais où? Sur quelle planète? En quel siècle? J'ai l'impression que nous participons au tournage d'un film, nous les acteurs principaux et les autres des figurants. Des hommes, attablés à des terrasses de café, nous regardent passer tel l'œil des caméras. Quel contraste entre l'agitation des uns et l'apathie des autres, entre l'indifférence totale d'une part et les regards scrutateurs d'autre part. Ou encore ces gens sont chez eux, à leur place, ils vaquent normalement à leurs occupations, et nous, voyeurs fantômes, n'existons pas. Un frisson me parcourt tout entière malgré la chaleur estivale. Ma main serre fort celle de mon mari. Je ne pourrais pas survivre ici toute seule, perdue. Je ne dois pas trébucher sur les trottoirs inégaux encombrés de vieux tuyaux, de pots de bananes, de bouteilles vides. Les grosses mouches se régalent d'un reste de nourriture non identifiable. Et si j'étais déjà morte? Refrisson. Marchons, ne restons pas immobiles, mais où aller? De quel côté diriger nos pas? Le soleil darde déjà très fort ses rayons. Il y a 1 heure de décalage avec l'Espagne. Je n'ai jamais vu ce quartier. J'apprends plus tard que c'est à la gare des marchandises que nous a déposé le taxi de louage pris à Hammamet. Presque tous les adultes s'expriment correctement en français. De même les panneaux sont écrits en français et en arabe, ce qui facilite beaucoup les recherches.
Vers l'avenue Habib Bourguiba, c'est facile, tout est très clair dans ma tête, je suis sûr de connaître. Et si au contraire nous nous perdions? Et si nous nous enfoncions dans les souks sans en retrouver la sortie? Un enfant joue dans le caniveau, je suis à Tunis et un enfant joue. Quoi de plus naturel? Pourquoi m'angoisser? Il chasse les mouches avec une sorte d'éventail rudimentaire en forme de drapeau. C'est un carré de paille tressé fixé sur un bâtonnet. Rien à voir avec l'élégant abanico auquel nous sommes habitués, chez nous, en Espagne. La paille de couleur verte, un vert bizarre, dont une partie entrelacée de couleur crème. Une porte toujours ouverte, ma grand-mère au sourire là. Depuis la mort récente de mon grand-père Victor, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Vêtue de noir, le dos complètement voûté, elle s'est empâtée. Désormais elle reste presque toujours assise sur son fauteuil, dans l'entrée, près de la fenêtre, ses cheveux tout blancs ramassés en chignon sur la nuque. Elle lève un moment les yeux de son ouvrage en regardant par-dessus ses lunettes, et me sourit tendrement. À côté d'elle, posé sur sa boîte à couture remplie d'écheveaux torsadés de fils à broder multicolores, son petit éventail de paille tressée. J'entends très fort les battements de mon cœur. Je reviens peu à peu à la réalité, au bruit incessant des klaxons, aux cris de partout, un visage presque familier, une certaine façon de parler. La musique des mots me fait sortir brutalement de ma léthargie. Quelle étrange sensation de se sentir propulsé sans transition dans un monde nouveau, où pourtant rien ne vous est vraiment tout à fait inconnu. Nous demandons notre chemin à un agent de police. Nous sommes à peine à 10 minutes à pied de l'avenue Habib Bourguiba. Il est 8h30. Le soleil brûle. La luminosité est intense. De même que tous les fleuves vont inexorablement à la mer, je reviens à Tunis. Daniel G. né en 1943 à Tunis, Tunisie. Que de fois dans ma vie, j'ai dû donner mes coordonnées en indiquant mon lieu de naissance. J'avais toujours l'impression que j'aurais pu naître à New York ou à Bangkok. C'était pareil, cela n'évoquait rien en moi, et pourtant. Que de fois en moins de 24 heures, depuis l'aéroport sur l'autoroute j'ai lu ce mot, Tunis. C'est décidément trop d'émotions d'un coup, j'ai l'impression de flotter. Et si je faisais de la lévitation sans le savoir? Tunis, Banque de Tunisie, compagnie tunisienne. Les battements de mon cœur s'accélèrent. J'ai un moment l'impression d'avoir à nouveau 5 ans, et il me prend l'envie de lire ces mots à voix haute. J'essaie de deviner lesquelles de toutes les personnes que nous côtoyons ont au moins mon âge. Peut-être que de près ou de loin, nos vies se sont un jour croisées sur les bancs de l'école, au parc, au marché, ou tout simplement dans la rue. Je pense à ces gens qui, jour après jour, empruntent le même chemin pour vaquer à leurs occupations et ne se connaîtront jamais. Leurs vies seront-elles pour autant complètement séparées les unes des autres? J'aimerais tant rencontrer quelqu'un de ma connaissance, quelqu'un qui m'appellerait par mon prénom et qui m'embrasserait avec effusion, mais je n'ai revu personne. La cathédrale, le théâtre, c'est l'avenue Habib Bourguiba, ex-avenue Jules Ferry. Un agent de police féminin règle la circulation. Des groupes de touristes européens, hommes et femmes, en tenue décontractée, accompagnés de leurs guides se dirigent dans un joyeux brouhaha vers une sorte de grande arcade, la Porte de France. Elle délimite la ville arabe de la ville européenne. Nous sommes dans le quartier des affaires. Devant chaque banque, à l'entrée, trônent des portiers en uniforme impeccable. Je souris, émerveillé. Est-il possible que nous soyons presque arrivés? Et si j'allais tomber, me tordre la cheville, si mon cœur s'arrêtait, si... Avance Daniel, ne recommence pas, tu es presque arrivé, tu ne peux plus reculer. Je savais que nous devions traverser l'avenue de Paris, mais nous l'avions déjà fait sans le savoir. Elle paraissait si étroite. L'entrée des galeries du Colisée me laisse pantoise. Non, rien n'avait changé. La ville qui m'avait vu naître m'attendait. Les battements désordonnés de mon cœur m'avertissent, stop. Arrêt sur l'image, stop. Mon cerveau identifie, stop. Mes jambes en coton ne me portent presque plus, stop. Je me sens défaillir, stop. Je serre fort la main de mon mari. J'ai besoin d'un temps pour réagir, j'ai du mal à réaliser que tout est encore là. Malgré les carreaux cassés, un des accès à la rue presque bouché, des tuyaux partout, des trous dans les murs, ces galeries ont encore fière allure. La rotonde à l'enceinte en fer forgé récemment repeinte, terrasse de café absolument vide, me donne l'impression de visiter une salle de théâtre après la représentation.
Le cinéma porte le même nom que les galeries, et je redécouvre ces grandes marches que j'avais grimpées avec tant d'enthousiasme pour aller voir, en soirée, le film Nous irons à Paris avec Françoise Arnaud. L'actrice incarnait à merveille dans mon esprit, l'archétype même de la jeune Française de la métropole que nous admirions tant. Jolie, vive, spirituelle, charmeuse, ingénue, à l'accent pointu. J'étais assise sur un strapontin à côté de ma tante Clarisse, et je faisais un effort surhumain pour ne pas m'endormir comme d'habitude. La salle était comble. Ce soir-là, j'avais la permission de mes parents pour passer la nuit au 28 et c'était la fête. Mes tantes avaient bien essayé de me persuader de faire la sieste l'après-midi pour que je puisse rester éveillée plus tard le soir, mais ce fut peine perdue, mon énervement était à son comble. 4e chapitre, la rue de Marseille. La rue de Marseille a été créée entre 1891 et 1900, au nord de l'avenue de la Marine. Elle fait partie de l'ensemble des rues aménagées entre l'avenue de Paris et la rue de Belfort. Ainsi l'avenue Gambetta est actuellement l'avenue Mohamed V. L'avenue de la Marine, rebaptisée avenue Jules Ferry sous le protectorat français, porte aujourd'hui le nom du premier président de la République tunisienne, Habib Bourguiba. Je regarde la plaque pour vérifier si je ne me suis pas trompée, mais de toute façon, je le sais déjà, c'est bien elle. Je l'aurais reconnue sans la voir, rien qu'à la sentir, rien qu'à l'écouter vivre. Nous sommes à la rue de Marseille, au numéro 28. Je l'ai tant rêvé cet instant. J'ai un moment l'impression que je rêve encore. Je vais me réveiller brusquement et tout va disparaître. D'un coup, paix et fuit, 50 petites années s'envolent. Tout paraît trop facile, il suffisait de revenir et tout est là, à sa place comme avant, à m'attendre. Je n'arrive plus à faire la différence entre le rêve et la réalité. Si c'est un rêve, il a l'air tellement réel. Si c'est la réalité, je crois rêver. Mais non, c'est bien vrai, tout est exactement pareil dans le moindre détail mais en plus petit et en plus délabré. À nouveau l'émotion me paralyse, j'ai envie de me jeter par terre et d'embrasser le sol. C'est la crainte du ridicule qui m'empêche de manifester mes émotions dans toute leur intensité. Je veux partager ce moment unique avec mon mari, et évidemment en pensée avec ma mère qui habite en France, à Albi. Oui maman, il y a toujours la plaque 1912 au-dessus de l'entrée de l'immeuble, date de sa construction. La porte en fer forgé est ouverte comme d'habitude. À l'intérieur, dans le couloir sombre, les assoulés roses jusqu'à mi-hauteur sur le mur sont là, inchangés, à m'attendre. Beaucoup d'entrées d'immeubles ont cet aspect dans la région d'Espagne où j'habite. J'ai un très court moment l'impression que la rue de Marseille est à Alicante, décidément je perds la tête. Ce sont trop d'émotions pour moi en si peu de temps. À droite, juste en entrant, se trouve l'accès aux appartements qui donnent directement sur la rue. Nous continuons à longer le couloir. J'entends nos pas résonner sur le carrelage. Nous croisons deux personnes sans même les regarder. Il règne un silence surprenant, impressionnant, douloureux. D'abord la grande cour, minuscule, 11 pas en longueur et 6 pas en largeur. Et dire que c'était le terrain de jeu des petits, le salon social des grands. Les garçons organisaient leur tournoi de billes dès la sortie de l'école, tout en mangeant leur pain et chocolat. Selon les saisons, ils remplaçaient les billes par des noyaux d'abricots. Leur richesse se mesurait au nombre de maniques qu'ils possédaient. Pour qu'une manique soit réussie, il fallait l'intervention de l'adulte car c'était tout un art de savoir couler du plomb dans les plus gros noyaux et vider à cet effet. Cependant, c'était comme à la bourse. Les fortunes pouvaient varier terriblement d'un moment à l'autre. Et quel crève-cœur lorsque les noyaux si convoités passaient dans le sac de l'adversaire. C'est bien connu, le malheur des uns. Pour les filles, de même, le choix des jeux était cyclique. Soit c'était l'époque de la marelle plus couramment appelée le carré, soit c'était la corde à sauter et les championnes faisaient vinaigre sans s'essouffler, soit encore c'était la balle au mur sans rire et sans parler. C'est aussi dans cette cour minuscule que se célébraient les mariages, les communions, les fiançailles. Parfois, pour les grandes occasions, la Wada de Raoul Journeau animait la soirée. Le groupe musical composé de joueurs de luth et de darbouka était assis en demi-cercle autour du chanteur, ainsi que le violoniste qui manipulait son instrument à la manière des apostrophes un violoncelle. Il le calait, debout, sur ses genoux en frottant les cordes avec son archet sans presque regarder.
Tous les voisins participaient à la fête. Au rez-de-chaussée, Rosine prêtait sa cuisine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.